Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Et voilà, nous continuons notre road trip ici au Carrousel du Louvre. Vous êtes sur Imo et sur Territoria. On est ravis d'être avec vous. Il est pratiquement 15h, 14h51 exactement. On fait le tour de ceux qui fabriquent et qui pensent la ville de manière différente. Penser la ville, c'est aussi penser le monde à l'échelle de son quartier, de sa rue et du monde. Et on verra comment, finalement, ce qui apparaît comme des contraintes aujourd'hui en matière de décarbonation et de transformation est une formidable opportunité pour des changements de vie, des changements de ville, tant pour nous les usagers, qu'on peut appeler aussi les humains, qui aujourd'hui essayent de se réconcilier avec la nature, ce qui est une très bonne chose. Donc voilà, on fait justement le tour des personnalités. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mélanie Charpentier. Bonjour. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes directrice exécutive de ULI. On dit ULI, voilà. ULI. Voilà. C'est pas mal ça, on va en parler tout à l'heure. ULI, Urban Land Institute. On va en parler, c'est un acteur majeur, qui est d'ailleurs une association, je précise. Absolument. Qui fédère donc l'ensemble des acteurs de la ville. Également sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Alodi. Comment ça va Eric? Ça va, bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous, coprésident de Product Council. Je n'ai pas un très bon accent anglais, je vous le dis tout de suite. Vous êtes un spécialiste de la décarbonation de ULI. Vous êtes cofondateur également et président d'Upcycléa. Directeur général d'Upcycléa. Directeur général d'Upcycléa. Un petit clin d'œil à Christine Guinebretière. Oui, je fais un gros clin d'œil qui est la présidente d'Upcycléa. Voilà. Je suis ravi d'être avec vous parce qu'on va à la fois essayer de théoriser un peu parce qu'il faut, avant qu'une idée soit un projet et mise en pratique, il faut qu'il soit pensé, conçu. Car sans théorie, il peut y avoir de pratique et de mise en œuvre des idées. C'est très important. Dans un premier temps, j'aimerais, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, ou le très peu de personnes qui ne connaîtraient pas ULI, que vous nous parliez un petit peu de votre association. Alors, Urban Land Institute, nous sommes un institut de recherche et de formation. Nous sommes avant tout, Urban Land Institute, ce sont ses membres qui composent ce réseau d'acteurs plus jeunes et plus expérimentés, qui sont de différents métiers, de différents profils et qui en fait composent toute la chaîne de valeur de la fabrique de la ville. C'est ce qui nous rend unique. Nous sommes partout où il y a de la ville, donc nous sommes partout dans le monde. Donc nous avons cette chance. En France, un peu plus modestement, nous sommes environ 750 membres, dont 25% des jeunes moins de 25 ans. Donc la jeunesse est très présente chez Urban Land Institute. 200 structures différentes et des membres engagés dans la mission d'Urban Land Institute qui est de façonner l'avenir de notre environnement immobilier urbain dans le but de vous transformer, de transformer les communautés du monde entier. Et nous avons 3 grandes priorités. Les membres nous suivent, se passionnent en fait et sont avec nous pour les 3 grandes priorités. Une meilleure accessibilité au logement, l'éducation des générations à venir et la décarbonation de notre secteur. Et c'est pour ça que je crois que nous sommes là aujourd'hui. Alors, voilà. Je n'aurais pas pu le dire autrement, c'est extrêmement clair. Une chose que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est les gens passionnés. Et vous êtes passionnante. Oui. On a vraiment envie de vous écouter. Et je pense que c'est un bon signe, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une génération qui a envie d'être impactée avec des choses vraies, des choses simples, et personne ne peut résister aux accents de vérité. Eric, Upcycléa, vous avez été précurseur. Alors je me rappelle, parce que je crois même que j'ai assisté au début, quand vous avez développé Upcycléa, vous êtes spécialiste dans le domaine de l'économie circulaire. Présentez-nous d'abord Upcycléa et dites-nous aussi pourquoi vous, Eric, vous êtes autant impliqué dans ces transformations. Parce qu'il n'y a pas uniquement l'aspect économique dans le fait que vous ayez mis en place ces formidables entreprises qu'est Upcycléa. En plus, dans votre famille, vous avez des spécialistes de la construction, mais aussi une philosophie à la base et un véritable engagement. On pense à nos enfants, on pense à vos enfants, nos enfants et leurs enfants. Donc on pense en fait au futur, à la planète. Donc il y a, vous disiez par ailleurs, pas mal de mauvaises nouvelles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en fait créer un impact positif sur le monde. On parle de décarbonation, mais il faut aussi parler de santé, de biodiversité. Donc ce qui nous a, nous, chez Upcycléa, motivés, c'est d'être un agent de facteurs positifs et de contribuer à travers notre action en fait, à rendre cette passion pour un meilleur avenir en fait, plus disponible. Donc on est pionnier de l'économie circulaire, ça fait 17 ans.
On fait l'économie circulaire avec 17 ans. 17 ans. Donc à l'époque, quand on en parlait, on pensait qu'on faisait partie d'une secte, mais pas du tout. Hein. On disait, c'est des trucs de bobos, ils font du vélo entre l'hôtel de ville et le café de Flore, ils mangent des graines le soir, voilà. Mais non, mais c'est vrai qu'on avait, c'est fou d'ailleurs, comment ça a évolué quand on parle aujourd'hui d'économie circulaire ou même de climat, de décarbonation. Exactement. Vous avez été, je crois même, le pionnier en la matière, en entreprise. Oui, on a été vraiment, en 2007 on a commencé, on a importé le Cradle to Cradle en France, qui est la norme internationale de l'économie circulaire pour les produits, qui a fait son chemin depuis. Et en 2016, on s'est rendu compte qu'en fait, si on n'avait pas de la donnée, c'était impossible de pouvoir décarboner le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment a un gros impact négatif, il consomme 40% des matières premières, exact. Il produit dans le monde 40% des déchets, il émet 38% des émissions de CO2. Et en fait, si on s'est dit, en s'attaquant au bâtiment, en l'aidant en fait à faire un changement de posture, il peut avoir un impact positif. Et donc on s'est dit, pour ça, qu'est-ce qui manque? Des données. Il faut savoir que la plupart des bailleurs privés et sociaux ne connaissent pas la composition de leur bâtiment. C'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé en fait avec ULI. Et donc nous, depuis 2016, maintenant on développe une plateforme qui permet d'inventorier le patrimoine immobilier d'un parc immobilier, de mesurer des indicateurs ESG entrants, sortants, et puis surtout de le décarboner, parce que c'est quand même ça l'objectif, par l'industrialisation du réemploi et l'économie circulaire. De quoi, quand on parle, alors pour les béotiens qui peuvent nous écouter, Eric, on dit beaucoup de choses quand on parle d'économie circulaire. J'aimerais que vous précisiez de manière très doctrinale de quoi on parle quand on parle d'économie circulaire, très concrètement. Alors la vision la plus grande, c'est de voir ce qui se passe dans la nature. Donc dans la nature fonctionne en écosystème, en cycle. Et dans la nature, la notion de déchet n'existe pas. Tout est nutriment. La véritable économie circulaire, c'est ça. La notion de déchet, c'est pas qu'il n'y a pas de déchets ou moins de déchets, c'est que la notion de déchet n'existe pas. Tout est nutriment. Donc quand on rapporte ça dans notre économie humaine, la nature a 3,5 milliards d'expérience que nous on n'a pas, il faut s'organiser justement pour faire en sorte que les ressources usagées qui sortent d'un bâtiment ne deviennent pas des déchets, parce que l'on va être réemployé, parce que l'on va être upcyclé pour refabriquer des produits, dans le pire des cas recyclé pour devenir autre chose. Donc on fait en sorte que finalement le statut de ressource soit conservé le plus longtemps possible par le réemploi, par le cyclage, le recyclage. Est-ce que c'est possible? C'est possible à partir du moment où on s'organise et qu'on industrialise cette économie circulaire. C'est-à-dire que si on a une approche un petit peu artisanale, projet par projet, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de modèle économique. D'où l'intérêt des données dont vous avez parlé tout à l'heure. Parce que moi, quand je vous écoute, je vous pose des questions béotiennes. Si on va au bout de ce que vous dites, ça remplacerait la totalité de notre économie. C'est un nouveau paradigme économique. Tous les grands acteurs de l'économie manufacturière, par exemple, ou des produits de consommation, seraient très lourdement impactés. Oui, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un fabricant de produits, aujourd'hui vous allez dans des mines naturelles pour extraire de la matière. Aujourd'hui, avec notre solution, et puis grâce à ULI et d'autres acteurs dans le domaine du logement social, on crée des mines urbaines. C'est-à-dire ce qui sort des différents bâtiments quand ils sont par exemple déconstruits ou rénovés, deviennent une espèce de mine urbaine, locale, dans laquelle vont taper des architectes, des maîtres d'œuvre, etc., pour faire du réemploi, ou des fabricants pour faire de l'upcyclage, pour refabriquer des produits sans avoir à les taper dans des mines naturelles. Vous voyez, donc en fait, ça réinvente un petit peu le métier de tout le monde, mais ce n'est pas révolutionnaire au sens où en fait, ça détruit leur business, ça les fait pivoter un petit peu dans ce nouveau paradigme d'une économie non plus linéaire, mais circulaire. L'être humain a un effet très délétère sur la nature. L'être humain est consommateur de ressources et l'être humain, dans sa révolution industrielle, a consommé une grande partie des ressources de la planète. Les fameuses limites planétaires. Sur les 9 limites qui ont été réglementées, on en a déjà dépassé 6 a priori. J'ai appris ça tout à l'heure, ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'étais avec la directrice prospective de Bouygues Construction, Virginie Alonzi, qui était aussi passionnante. Est-ce à dire justement, Mélanie, que ULI a vocation finalement d'être un peu le phare dans la nuit? Je m'explique. Rassembler les membres de l'écosystème, essayer de réfléchir de manière un peu alors do tank plutôt que think tank, plutôt des bonnes pratiques, et quid finalement du rapport qu'on peut avoir avec par exemple les politiques publiques, l'implication des élus, en sachant que quand on travaille sur une ville
Si je prends le cas par exemple de la France, ça n'a pas de sens de travailler en France s'il n'y a pas des échos aux États-Unis, des échos à Berlin, des échos un peu partout. C'est un problème planétaire. D'ailleurs, ULI aujourd'hui est une association planétaire. Absolument. Nous pensons et nous sommes convaincus qu'à plusieurs, nous avons beaucoup plus d'impact. Donc nous travaillons à l'échelle, à vraiment une plus grande échelle pour fédérer tous les acteurs de toute la chaîne de valeur et bien au-delà de nos frontières sur nos mêmes priorités. À savoir donc mettre un coup de chapeau, donner une accélération au niveau de la décarbonation, éduquer donc les acteurs, une meilleure accessibilité au logement. Chaque initiative individuelle est très bien, mais ne suffit pas si on n'emmène pas toute la chaîne des acteurs. Et les impacts, en fait, ils sont beaucoup plus grands. Donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés avec Eric. On avait cette même... une de nos priorités était commune. Et on s'est dit, voyons, faisons plus grand. Emmenons les acteurs vers cette priorité qui est la priorité de tous, bien au-delà des acteurs, de notre jeunesse, de nos enfants, demain. Donc voilà, je pense que la rencontre était assez évidente. Alors justement, dans cette mouvance, et effectivement cette prise de conscience qui a conduit finalement à créer ULI, qui a mis en place justement ces éléments, ces outils fédérateurs. Vous, Psycléa, vous êtes ramifié à cette association avec une vision à la fois à l'échelle IRIS de vos quartiers, mais aussi avec une vision sur le monde. Vous avez vous avez produit un livre blanc. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. J'aimerais d'ailleurs savoir, est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent y avoir accès également ? Alors oui, on a donné l'accès en priorité aux membres, mais le livre blanc sera accessible parce que nous, l'accessibilité et le collectif et le partage sont vraiment les valeurs que nous partageons. Ce livre blanc, en fait, est la prolongation d'un énorme chantier qui a été lancé il y a à peu près 2 ans, donc qui s'appelle Sea Change, Carbon Change, au niveau de l'Europe, avec plusieurs sponsors, donc qui sont parmi les plus grands acteurs clés de notre secteur, qui en fait voulait donner un coup d'accélération à la décarbonation. Et naturellement, dans ce cadre-là, la prolongation était de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays, en France, donc localement, d'où la création de ce groupe de réflexion, ce qu'on appelle Product Council, qui est un peu le jargon du ULI, c'est vrai, donc Khalid, Eric et Jiwon Donis, donc qui travaillent chez Pimco Prime Real Estate, qui ont monté ce groupe, qui l'ont développé et qui se sont dit, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir fédérer les acteurs ? Soyons concrets, partons de cas précis. On a tous une expertise, une expérience dans nos jobs quotidiens. Encore une fois, je rappelle que ce qui nous rend unique, c'est qu'on emmène les aménageurs, les promoteurs, les constructeurs, les conseils, les experts, les banquiers, l'évaluateur. Si toute la chaîne de valeur se met à avoir un même objectif, on ne peut qu'avoir un résultat qui emmène tout le monde et qui inspire tout le monde. D'où la création en fait de ce groupe. Et là, je laisse la parole à Eric pour la suite. Et donc, qui a permis de produire ce livre blanc. Absolument. Dans lequel il y a de fortes recommandations. Absolument. Avec des best practices très concrètes, à l'échelle finalement des industriels ou des opérateurs qui peuvent facilement le mettre en pratique. Eric. Absolument. Oui, c'est parti de ce besoin très fort d'avoir quelque chose de très pratique parce qu'aujourd'hui on est confronté à beaucoup de complexité et beaucoup des membres de ULI sont un peu perdus parce qu'entre toute la réglementation carbone, biodiversité, entre toutes les réglementations énergétiques, etc., ça fait beaucoup de choses et on s'est aperçu avec Mélanie, avec les gens du groupe que finalement il y avait besoin de décrypter tout ça, de vulgariser en fait toute cette réglementation, toutes ces contraintes, jusqu'à arriver au point de voir que ces contraintes, en réalité, c'était des potentiels de création de valeur. Et ça, c'est quelque chose de fort et qu'on a voulu faire, et je pense qu'on a pas mal réussi, c'était de faire en sorte en fait, de pouvoir donner des éléments qui permettaient en fait, d'être source de création de valeur, notamment en réconciliant la dimension environnementale avec la dimension économique. Ce qu'on a voulu faire, c'était notamment de se dire aujourd'hui, les acteurs... C'est hyper important. C'est hyper important. Il ne peut pas y avoir d'idée sur les bâtiments, sur ces actifs, que j'appelle actifs, s'il n'y a pas une notion économique, ça ne sera pas pérenne. On est d'accord là-dessus ? Absolument.
C'est la clé. Il y a le fait vraiment, et c'est ce qu'on appelle maintenant la finance durable, de combiner l'écologie et l'économie, et deux, de le faire ensemble. Ce que vous disiez à l'instant, ce que répétait en fait Mélanie. Donc le livre blanc, c'est d'abord un moyen de décrypter l'actualité, on va dire, y compris réglementaire. Deux, de porter à la connaissance des acteurs les solutions qui existent déjà, c'est ça qui est dingue. Qui sont pratiquées, qui existent, qui sont pas suffisantes. Et qui ont fait leur preuve. Et qui ont fait leurs preuves. Donc c'est pas qu'on manque de solutions, c'est qu'on ne connaît pas les solutions et on ne sait pas comment les contextualiser par rapport en fait à une réglementation ou par rapport à un bas de bilan. Donc c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. Donc on s'est posé la question de se dire, ok, qui ça intéresse, qui est là, finalement qui ça va intéresser, les propriétaires vis-à-vis de leurs locataires. Parce que finalement c'est le locataire qui va être source de revenus. Cette dimension économique. Deuxièmement, on s'est dit, ok, maintenant quelle est la solution, quelles sont les solutions sur le plan énergétique, sur le plan en fait, de la décarbonation des matières, etc. On a apporté un certain nombre de solutions. Et finalement, quelles sont les implications en termes d'indicateurs environnementaux et indicateurs économiques pour pouvoir montrer que finalement faire du bâtiment de manière circulaire, avec le bon état d'esprit, la bonne intention d'avoir un impact positif, va satisfaire les actionnaires, les locataires et les collaborateurs qui sont dans ces bâtiments-là. Alors, on va rester sur les minutes qui nous restent sur cette thématique parce que c'est la pierre angulaire. C'est la faisabilité. À partir du moment où j'ai trouvé mon modèle, ma trajectoire de revenus, dans mon actif, qui soit tangible ou fongible, puisque les deux existent dans l'immobilier, même si on a inventé la financiarisation de l'immobilier. Dans ce cadre-là, je voudrais reprendre le règlement taxonomique. Donc la taxonomie, les classifications qui ont été faites sur le règlement de la taxonomie permettent à des financiers, aux opérateurs, aujourd'hui de verdir, entre guillemets, les finances. Autrement dit, d'intégrer en matière d'investing, d'impact ou d'impact investing, des ratios extra-financiers qui sont facteurs d'accroissement de valeur. Je m'explique. Je vous le dis les amis, plus sévère, plus ça gagne. Plus sévère, plus j'acquiers de la valeur. Et en fait, en réalité, il y a une double contrainte. Il y a des actifs aujourd'hui qui ont été dévalorisés, parce que pas décarbonés, parce que mal loués, ou quasiment pas loués du tout. Alors, vous avez compris, je fais allusion notamment à la vacance locative du quartier de la Défense, qui est en pleine reconfiguration sur lesquelles. Et j'aimerais que vous nous expliquiez, Eric, et Mélanie, si vous voulez intervenir, vous êtes la bienvenue, comment dire à vous, les investisseurs, que vous pouvez réunir ces trois éléments. Human-centric, c'est-à-dire l'élément central, c'est l'usage, par l'exploitation, avec ces deux facteurs d'accroissement de revenus ou de consolidation des revenus dans un monde où les actifs tertiaires, par exemple, ou les actifs logistiques, ou les actifs résidentiels, ont pris un peu de plomb dans l'aile dans les taux de rendement. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi il faut vous suivre absolument, Eric, dans ce que vous faites. Alors, il y a trois niveaux. Il y a le niveau, vous le disiez, des investisseurs. Eux, ils ont besoin d'avoir des données pour avoir la garantie que leurs produits financiers, les investissements sont durables, verts. La taxonomie européenne... Ils répondent en plus à d'autres actionnaires pour lesquels ces sujets sont de toute façon un must-have. C'est ça. Donc eux, en fait, ont besoin de données et de preuves. Et on est en train, c'est ça qui est intéressant avec la taxonomie, on est en train de passer d'une époque vraiment de carbone ou de greenwashing où on sort des chiffres invérifiables, où là maintenant on commence à pouvoir comparer des choses et avoir des choses mesurables et vérifiables. Ça c'est hyper important. Alors ça permet après de mettre en place des reportings, des CAPEX extrêmement précis. Extrêmement précis. Okay. Et on va savoir si l'activité durable d'un constructeur, enfin d'un bailleur privé par exemple, du point de vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation, est-ce que c'est de la construction-rénovation verte ou pas? Et du coup en fait ça va venir nourrir donc la note du produit financier d'investisseurs. Donc ça c'est au niveau des investisseurs qui eux disent apporte-moi la preuve que j'ai investi de l'argent dans quelque chose qui est durable. Ça, c'est la taxonomie qui permet ça. Ensuite, on est au niveau des asset managers, donc les gestionnaires d'actifs, les propriétaires ou leurs délégués, qui eux vont se dire, en fait, je vais pouvoir apporter cette preuve-là à mes investisseurs, mais aussi, il faut que j'apporte des preuves de qualité environnementale, carbone, santé, etc., à mes locataires. Parce que ce sont les locataires qui vont être source de cash flow, en fait, pour les propriétaires. Exactement ça. C'est la préoccupation première. Est-ce que vous arrivez à convaincre vos clients là-dessus? Alors, tu veux répondre Mélanie? Non, vas-y. Alors, oui,
pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils sont, on va dire, tirés par les investisseurs, Ben, oui. voilà, et aussi parce qu'ils sont poussés par les locataires. De plus en plus, et ça c'est le troisième niveau, les locataires de plus en plus vis-à-vis de leurs propres clients internes qui sont les collaborateurs, Très juste. avec cette génération Z, etc., qui aspire en fait à davantage de qualité de vie, de sens dans leur travail, dans leur lieu de travail, pousse en fait, et aujourd'hui je discutais pas plus tard tout à l'heure avec le directeur développement de Heinz qui me disait en fait, quand on fait nos présentations pour acquérir des bâtiments, et le slide le plus important évidemment c'est le bas de bilan, le deuxième slide le plus important c'est la dimension ESG. Pour les investisseurs et pour séduire les locataires. Il n'y a pas photo. Hein. Aujourd'hui, on a une poussée de l'usage. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a créé même des départements AMU chez tous les constructeurs pour justement évaluer ce qui, à une époque, finalement, était donné à la place de la techno. Hein. Aujourd'hui, maintenant, on part vraiment du besoin réel et de cet alignement. Alors, on a compris, c'est un impact très fort sur les levées de fonds, sur les deals, sur le fait que moi j'avais vu sur certaines opérations des écarts de valeur de l'ordre de 15 à 20%. C'est très très loin d'être neutre en termes de taux de rendement quand on sait qu'en fait on est contraint par les taux de rendement aujourd'hui. On va devoir se quitter. Je voudrais juste rapidement avoir une petite conclusion de vous deux. Aujourd'hui on est on vit dans un monde qui est très chahuté. Et qui est un monde éminemment politique. Hein. Et d'ailleurs, le bâtiment est éminemment politique. Il n'a échappé à personne qu'il y a un nouveau gouvernement qui a été nommé et que, peut-être touché par la grâce, Michel Barnier a énoncé 6 grands points pour sa politique justement du logement qui avait bien pris du plomb dans l'aile. C'est une question générale, est-ce que, Eric, de votre point de vue, le salut, il viendra des politiques? Non. Ça a le mérite d'être clair. Non, je pense que ça va venir du marché. Je pense que ça va venir du marché, ça va venir aussi des motivations des différents acteurs que je citais précédemment. Et je dois dire, souvent on critique l'Europe, mais je pense que ce qu'a sorti l'Europe en termes de taxonomie européenne ou de rapport extra-financier, la fameuse directive CSRD, sont des vrais outils pour lutter contre le greenwashing. Donc là, on est confronté maintenant à un principe de réalité. Ça, c'est nouveau, dans une époque où les fake news sont courantes, où maintenant on va commencer à dire, en fait, si je veux décarboner, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Il faut que je connaisse en fait les constituants de mon patrimoine. Aujourd'hui, la plupart des bailleurs privés sociaux ne connaissent pas les produits constitutifs de leur patrimoine, donc ils ne connaissent pas leur embodied carbone, donc ils ne peuvent pas décarboner. C'est ce qu'on explique dans le livre blanc, comment faire. C'est la bonne méthode. Et ça permet, ce principe de réalité permet du coup de mesurer, de pouvoir ensuite décarboner sur la base de la réalité par des opérations de réemploi, d'économie circulaire, d'éco-conception. Et je dirais que les politiques peuvent mettre un petit peu de l'huile dans les rouages, mais ce n'est pas eux les rouages. C'est très clair. Moi, je dirais non, mais avec eux, bien évidemment. Nous nous alignons en fait chez Urban Land Institute tous les acteurs, peu importe les métiers, de la sphère publique et privée. Et je pense que quand on a un même objectif qui est là, qui est assez évident, on a le même, donc ça viendra aussi d'eux, bien évidemment. Donc je crois que c'est un ensemble de tous les acteurs, publics comme privés, et la sphère politique, bien évidemment, aussi. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Il y a un goût de trop peu. On revient avec Mélanie quand tu veux. On reviendra l'an prochain ou avant avant quand même, sinon je vais... Avec plaisir. Dans nos studios à la rue Réaumur, parce que je pense que ça mérite un vrai développement. Alors, on a passé une vingtaine de minutes ensemble, mais on a beaucoup d'autres sujets. Je fais partie de ces personnes qui parlent, eu égard à mon grand âge, que je pense que les formats courts, c'est du foutage de gueule. Et que je ne supporte pas qu'on puisse penser qu'on peut réduire une complexité, une idée complexe en 3 minutes. Déjà. Et ça s'appelle manipuler des idées sans aucun contenu. La deuxième chose, c'est qu'on prend les gens pour des imbéciles souvent, parce qu'on leur dit oui, mais en 3 minutes ça suffit, parce qu'après ils zappent. C'est faux. Chez Radio Imo, on a un temps moyen d'écoute de 27 minutes, ce qui démontre le contraire. Donc finalement, si on donne de bons produits aux personnes, si on leur donne de la matière à l'exercice autocritique de leur vie, à condition effectivement de donner de vraies informations. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut donner de vraies informations, mais des informations qui soient étayées, vérifiables, plutôt que finalement faire triompher les baratins
que l'on subit en permanence parce que, vous le savez, la quantité d'énergie pour démonter un baratin est inversement proportionnelle à la création du baratin lui-même. Autrement dit, dites des mensonges, vous êtes crus, dites la vérité et vous êtes cuit. Donc ça veut dire que dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est fondamental, je voudrais conclure là-dessus, qui est très important. Et je pense que il faut vraiment que vous n'avez pas forcément conscience. C'est que ce que vous faites a des résonances nettement plus puissantes que vous ne l'imaginez. Vous parliez des politiques. C'est à vous de faire de la politique, mais de la politique au sens étymologique du mot. Et croyez-moi, avec l'audience et l'impact, les autres, ils emboîteront directement. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'idées. Et c'est vous qui les avez, ces idées. Moi, ce qui me rassure énormément, c'est pour ça que je suis ravi de vous avoir vu sur le plateau, c'est que nous sommes producteurs de formidables idées, qui sont des idées qui laissent donner de l'espoir à ces villes. Parce que derrière la ville, il y a des hommes et des femmes, il y a des destins, il y a des marqueurs sociaux, il y a des lieux de vie où se construisent les projets de vie. Et je pense que c'est ça aussi dont on est responsable. Et je voulais vous le dire avec beaucoup de plaisir. Merci Mélanie Charpentier. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes directrice exécutive pour ULI, Urban Land Institute. L'Urban Land Institute. Merci à Eric Alodi. Je rappelle que vous êtes le coprésident de Product Council sur le sujet, bien évidemment, de décarbonation pour ULI. Et vous êtes également directeur général de Psycléa. Encore une fois, un petit clin d'œil à notre amie Christine. Et le livre blanc sera accessible. Alors, le livre blanc, on fait comment pour l'avoir ? Le livre blanc sera accessible sous peu à tout le monde. On va vous l'envoyer et l'envoyer aussi. Ok, on pourra aller sur un site internet. Absolument, allez le chercher. Livre blanc, ULI, et on le trouvera très Absolument. facilement. On vous en fera de toute façon la publicité, c'est promis. Merci. Cette émission est à réécouter comme d'habitude en podcast. Merci à vous et on vous souhaite un excellent CIPCA. Merci Sylvain. Pareillement, merci. Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Imo et Radio Territoria.